Actualité de la semaine, 22 novembre. Alors, on y était avec des actualités un peu plus écourtées cette semaine parce que on veut passer un peu plus de temps dans les autres sujets, mais on a quand même des belles actualités à vous proposer. La première, Patrice, les cartes bancaires vont subir une transformation radicale. Voici pourquoi. Et celle-là, je ne m'y attendais pas, Patrice. Vas-y. Tu avais remarqué que dans les nouvelles cartes de crédit, les numéros, l'embossage est en train de s'en aller. Oui, j'en ai reçu une. En fait, c'est une carte de débit dans mon cas qui n'avait plus d'embossage, là. Exact, parce que les systèmes de scruch, il s'en fait plus. On n'utilise plus tant ça, donc on... Pour expliquer c'est quoi le crush aux plus jeunes, là, Ouais, il n'y a pas si longtemps, là, je dirais, il y a papier 15 ou carbone, 20 3 ans. copies. Oui, 15 ou 20 ans, on avait des machines où on mettait la carte et il y avait une plaque de métal avec le numéro et le nom de l'entreprise, le numéro de compte de l'entreprise. Et là, on mettait un 3 copies avec papier carbone entre chaque copie sur le dessus. Et on avait comme un rouleau qui écrasait le papier sur la plaque de métal et sur la carte pour montrer le numéro, le nom de la personne ainsi que le marchand. Et on mettait les montants. Puis après ça, la personne produisait un signait. facsimilé. Oui, puis Donc, la personne signait, on donnait une copie, puis on avait une copie qu'on pouvait déposer à la banque, à la caisse, comme si c'était un chèque ou un ordre de paiement. Là. C'était comme notre preuve que ça avait été passé, signé par le client. Exact. Fait que dans un premier temps, les nouvelles cartes ont commencé à voir disparaître l'embossage des numéros. La disparition des numéros sur le dessus de la carte. Donc, à cette heure, sont cachés dans le dessous, sont moins visibles, sont moins apparents, sont plus difficiles à lire, donc plus difficiles à intercepter. Oui. Et la prochaine évolution, Patrice, tiens-toi donc, on est en train d'organiser au niveau mondial la possibilité d'autoriser toute transaction par carte de crédit, guichet et autres directement par la biométrie de ton appareil mobile. Oui, c'est ça. C'est ton appareil Donc, la mobile qui va transaction détenir. va tout simplement être autorisée. Donc, tu vas appeler à ton hôtel. Salut, je voudrais réserver. L'hôtel, tu vas dire, ben, mon courriel qui est lié à ma carte Visa, c'est blablabla@gmail.com. L'hôtelier va rentrer ça dans son système de paiement. Il va faire Enter. Ton téléphone cellulaire va avoir un pop-up. Autorisez-vous la transaction pour hôtel 4 étoiles, blablabla, au montant de 212 $. Clic. Parfait. Hôtelier, nous avons eu votre réservation. Parfait, on vous attend sans faute. C'est vers où on se dirige dans les prochaines 5-10 ans. Et je pense qu'en arrière de ça, vous avez Apple qui pousse pour cette solution-là parce qu'on peut faire de cette façon-là aussi du micro-paiement. C'est pas juste du... Oui, ben exact, VA2. Oui. Tout à fait. C'est déjà comme ça pour Google Pay, Apple Pay, PayPal, name it. Il y a beaucoup de solutions de paiement qui sont déjà d'ores et déjà de cette façon-là. C'est beau, VA2, tu as réussi à l'avoir après 2 tentatives. Donc, c'est ça. Donc, ce qui était un petit peu le frein à l'innovation dans tout ça, c'est que les banques n'ont pas d'accès à ces réseaux-là. C'est les fabricants comme Google, comme Apple, qui peuvent dire on va arriver avec des solutions. On va vous donner un portail d'accès, un Exactement. portail de whatever. Là. Exact. Et ce que probablement les banques aiment moins ou n'aiment pas, c'est que les Google et les Apple de ce monde prennent une cote sur la transaction. Là. Ouais. Hein? On s'entend, là? Ouais. Ouais. Mais tu sais, on réinvente pas la roue, Patrice. On fait juste déplacer le paquet d'argent dans d'autres mains. On s'entend. Ça ne coûte pas plus cher au bout du compte, mais il y a des joueurs qui récupèrent une partie de l'argent. Bref, c'est la prochaine mise à jour. Cet iPhone Android qui nous apprenait cela. Rappelez-vous, dans toutes nos nouvelles, on a incorporé ça avec la nouvelle saison. On a mis des QR. Donc, si vous êtes en train de regarder sur votre téléviseur ou ces choses-là, vous pouvez en tout temps pointer votre appareil mobile sur un QR et ça va vous ouvrir, c'est-tu pas magique, Oui. l'article dans lequel je parle. Donc, Oui. si vous voulez avoir un complément d'information, que vous trouvez le sujet intéressant, que vous aimeriez en savoir plus, le nom du gars dans l'article, vous scannez le QR et vous allez tomber dessus l'article en question. Le SVG, la nouvelle arme ultime des hackers, Patrice. Sache, d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est un SVG, Patrice? Non, je ne sais pas c'est quoi. OK. C'est une image vectorielle.
et je regarde l'esprit que tu fais, ça n'a pas l'air de te dire grand-chose non plus. Ben, ça me dit quelque chose, les SVG, mais... Tu as déjà entendu le mot, mais... Ouais, le mais j'ai concept, jamais ok. su c'était quoi, là, c'est ça. Une image vectorielle, c'est... Je te donne un exemple. Imagine notre logo, Geekzone. Si je le crée en image vectorielle, je vais, dans un format de fichier, insérer des formules mathématiques qui vont définir mon logo OK. de façon à ce que je peux le mettre dans le format que je veux. Il va toujours être beau. Oui, c'est ça. Tu peux le redimensionner. Puis Tant que je veux, je vais avec mettre 200 la formule, mètres il est par capable de 200 la... mètres. Oui, c'est ça. Exact, il va être capable de la remettre. C'est un gros désavantage, Patrice. Parce que comme c'est des formules qui sont impliquées dans le format, on peut aller modifier ce que dit la formule pour y insérer du code malveillant. Et là, n'importe quel navigateur qui va tenter... Ben oui, Patrice. Fait que là, n'importe quel navigateur, après ça, je peux t'envoyer un courriel, un site web où je te dis, va voir tel article. Et Avec un fichier SVG, puis ça a été modifié. Et voilà, il va exécuter du code arbitraire dedans ton navigateur. Là, évidemment, la plupart des navigateurs, s'ils sont bien à jour, ils ne vont pas exécuter le code, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et parfois, les gens ne font pas attention. Ils sont pas à jour, mais oui. Ouais. Donc, c'est une des armes utilisées à la mode. Le CNN Business nous apprenait que le ministère de la Justice américaine demande au tribunal de forcer Google à quitter Chrome. Oui. Ça fait solidement suer Google parce que Alphabet, qui appartient à Google, Google Chrome, c'est sa vache à lait. C'est par là que les informations utilisateurs transigent. C'est par là que la publicité vers les utilisateurs vont. C'est sa porte d'entrée vers son contrôle. Et là, le gouvernement américain, pour les lois antitrust, trouve que Google emmène trop large. Moteur de recherche, navigateur, intelligence artificielle, name it, et exige que Google se débarrasse. Évidemment, on s'entend, Google va se battre bec et ongle pour éviter cela. Il va trouver toutes sortes de parades. À la limite, il va trouver une façon pour que ça soit légal en dehors des États-Unis. Bref, on sait comment ça marche, mais c'est un beau combat qu'on risque d'assister dans les prochains mois. Oui. Les cambrioleurs, Patrice, c'est fond d'Android encore. Les cambrioleurs utilisent Google Maps pour repérer votre domicile. Voici comment se protéger. Imagine-toi donc que Google Maps, Patrice, c'est le Amazon des cambrioleurs. Ils trouvent... Ben oui, ils magasinent, Patrice. Ben, ils se promènent dans une rue, puis ouais, OK, il y a une clôture. Oh, il y a de l'air d'avoir une caméra, lui. Ouais, non, attends. Next. OK. Si je passe par en arrière du cabanon, OK. Vue satellite, ouais, OK. Il y a un arbre dans le cours, nanana. C'est une arme de cambriolage de prédilection qui est de plus en plus utilisée chez les cambrioleurs. Sachez que vous pouvez faire quelque chose, Patrice. Quand vous allez sur Google Maps et que vous voyez votre maison, vous appuyez sur le bouton « Signaler ». Et là, vous cliquez sur « Photo ». Et là, il va vous demander d'encercler la zone. Vous dites que c'est chez vous. Ils vont vous demander d'être-vous propriétaire légitime de l'endroit, ces choses-là. Ils vont brouiller la zone. Exact. Ouais. Ils vont brouiller votre maison. Et c'est valide aussi en passant pour votre visage. Si vous êtes en train de faire pipi à côté sur votre poubelle à 2 heures du matin. Non, il ne passe pas la nuit, là. Mais vous pouvez vous flouter aussi si on vous voit dans des images de Google. OK. Ensuite, là, je vais juste faire le tour de données cambrioleurs. C'est-tu? Je pense que c'est ma dernière image, Patrice. Ta dernière nouvelle? Moi, j'en ai... Non, ouais, c'est vrai. Tesla, c'est Gizmodo. Les Tesla sont impliqués dans plus d'accidents mortels, Patrice, que toute autre marque. Oui, j'ai entendu un reportage là-dessus cette semaine. Là. Et là, tu comprends, ça fait une levée de bouclier à travers le monde. Puis ce qu'ils disent, c'est qu'en partie, le problème, c'est les gens qui laissent l'auto s'auto-conduire en étant moins alerte. Là. Ouais, c'est un peu aussi ce qui provoque la levée de bouclier de gens qui disent « Oh, mais là, c'est pas l'auto qui est plus dangereuse, c'est les gens qui font des actions avec l'auto qu'ils ne devraient pas faire. » Oui. Je suis pas complètement en désaccord. Effectivement, on a vu un paquet d'exemples de gens qui
qui roupillaient dans leur Tesla et qui faisaient toutes sortes d'autres choses un peu innocentes au volant des véhicules alors qu'on est en pilote automatique, ben évidemment, ça vient avec son lot d'accidents et un certain nombre sont mortels. Effectivement. Et la dernière nouvelle, Patrice, ça j'en veux un. Les Japonais, Patrice. Tu sais que t'as-tu déjà. Est-ce que tu t'intéresses un peu à la culture japonaise ou pas tant? Pas tant. OK. À part les mets japonais, ouais. Ouais, les Japonais ont une conception de la salle de bain qui est complètement des milliards d'années-lumière de nous, Patrice. Oh oui, non, je sais. OK? Leur salle de bain, là, c'est une salle de lavage, de séchage, puis de nettoyage en même temps. Là. Dans ta salle de bain, c'est ta laveuse sécheuse. Là. Tu t'accroches ton linge dans la salle de bain, tu fermes la porte, tu pars le système, puis tout sèche. Tu peux arroser les planchers. Ils ont une façon d'aborder imagine-toi donc qu'il y a un chercheur qui a créé un bain un peu futuriste dans lequel tu peux rentrer quelques personnes. Ça se remplit d'eau, Patrice, puis ça te lave, toi. OK. Un cycle prend 15 minutes, ça te sèche, ça fait tout, là. Ça fait tout. Ça te garoche des balles de plastique. Ça surveille ta tension, ton rythme cardiaque pour être sûr que l'eau n'est pas trop chaude. Ça te stimule, ça vérifie que tu as aimé ça ou pas, whatever. Puis, c'est ça. Au bout de 15 minutes, tu sors avec un petit ding! Puis t'es prête, t'es sec. Puis ça, si tu mets de l'assouplisseur, tu sens bon, puis t'es plus flexible après, c'est ça? Ben oui, t'es plus souple. Fait que là, t'es capable de faire la split une fois que t'as mis de l'assouplisseur. Ouais, c'est ça. C'était ma nouvelle. Ça, c'était Big Data qui nous a pris. C'est Big Data? Attends une minute, je suis en train de dire n'importe quoi. Bref, c'était ma nouvelle de la semaine. C'est à toi, Patrice. J'en ai plusieurs pour vous cette semaine. Première nouvelle, Windows nettoie des fenêtres avec un drone. Donc, c'est une compagnie qui vient de... laissez-moi vérifier je pense que c'est Shawinigan. Mais ils ont utilisé un drone qui a un jet pour être capable de laver des vitres. Et la beauté, c'est que c'est beaucoup plus sécuritaire que de mettre quelqu'un en suspension, surtout quand c'est des vitres très hautes là, pour des immeubles. Y a-t-il un squeegee ou ça fait juste arroser? Ça arrose. Laissez-moi juste vérifier parce que je l'ai lu en diagonale. Là. Mais ce sont des jeunes qui se sont rencontrés à l'ETS, à l'École des technologies supérieures à Montréal, qui ont développé ce drone-là. Ce qu'ils font, c'est que ça permet de réduire les coûts parce que, tu es capable de le gérer juste en le pilotant. Mais c'est vraiment pour laver. Mais je pense qu'ils injectent des produits qui permettent que ça sèche plus vite pour éviter d'avoir besoin de squeegee. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Moi, je suis dans un nouvel immeuble, là, donc je ne sais pas encore comment ils vont laver les vitres. De ce que j'ai pu voir, là, présentement, il y a quelqu'un qui descend avec son harnais et sa structure puis qui lave l'ensemble des vitres. Ne pas oublier d'être convenable dans sa chambre quand ça se produit. Oui, c'est ça, évidemment. Oui. Mais je pense qu'on est averti à l'avance que ça va se faire durant telle période de temps, bien évidemment. Donc, parce qu'il disait qu'aux États-Unis, il y a quand même 1000 accidents par an par des personnes qui lavent des vitres. Donc, tu sais, on peut éviter des blessés graves puis des morts. Oui, c'est pas rien, là. Puis si, avec une seule personne ou deux personnes, tu es capable de faire 2 à 3 fois plus vite le même travail, ben ça peut être très, très intéressant. Donc, c'était la compagnie Windows qui offre cette solution. C'est original. Oui, c'est original. C'était dans le Journal de Montréal. Là. Donc, laissez-moi juste voir où est rendue ma souris, parce que là, je l'ai perdue. OK. 2 articles sur la compagnie Taiga. Donc, c'est une compagnie québécoise, montréalaise, qui a développé une motoneige et une moto marine à la batterie. Et c'est un article qui est paru cette semaine, 2 articles en fait. Victime de la vallée de la mort, autopsie d'une débâcle. Donc, en gros, là, ce qui est arrivé, c'est que la compagnie Taiga a été fondée en 2015 par des diplômés en génie de l'Université McGill. Et ils ont développé le concept de motoneige électrique et après ça, ils sont allés vers la moto marine électrique. Et
ce que les gestionnaires de l'entreprise, donc des gens alentour de la direction, disent maintenant, parce que ça a été une débâcle financière au cours de cette année, c'est que les propriétaires de l'entreprise, les dirigeants, n'ont pas écouté, n'avaient pas l'expertise pour être capables de mettre en place une entreprise manufacturière de cette grosseur-là. Par exemple, ils ont fait des tests avec la motoneige, évidemment, là, avec des prototypes. Ils avaient décidé d'avoir une suspension arrière en aluminium et ils se sont aperçus que dès qu'il y avait une bosse trop dure, Ça casse. ben ça crochissait ou ça cassait. Mais ils ont persisté à utiliser ce mécanisme-là pour que la motoneige soit plus légère. Donc, ça a eu un impact sur la qualité du produit, sur aussi les pièces à changer. Donc, c'était pas évident de ce côté-là. Pour ce qui est des unités, bon, ils en ont produit environ 100 unités. Puis quand ils ont produit leur rapport financier, ils n'ont pas vraiment expliqué, c'était toutes des motos marines, c'était toutes des motoneiges qui ont été produites. Donc, il manquait de l'information. Donc, même pour les investisseurs, c'était pas clair. Donc, ça a eu un impact au niveau de la planification. Tu sais, c'est quoi les ventes d'un versus les ventes de l'autre, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on commande. Idée, mais ils étaient bien la compagnie. Exactement. Exemple, il y avait un boîtier de batterie sur la motoneige sur le châssis, puis certains boîtiers étaient encore fabriqués à la main l'année passée. Donc, il n'y avait aucune automatisation. C'était fait vraiment en bonne franquette. Ça prenait des gens. Et quand il venait le temps de changer des pièces, c'était pas évident. Au niveau de la moto marine, il y a des coques d'eau, des coques qui prenaient l'eau parce que la membrane d'étanchéité n'était pas adéquate. Donc, ils se retrouvaient avec des motos marines qui prenaient l'eau. Et là, tu as des clients qui n'étaient pas satisfaits, bien évidemment, puis ça causait des problèmes. Puis là, il fallait qu'ils corrigent le problème. Ils disaient qu'un de leurs fournisseurs était un fournisseur en Ontario qui fabriquait la pièce. Puis ce fournisseur-là n'avait jamais fabriqué ce type de pièce-là dans le passé. Donc, tu te retrouves avec un fournisseur qui, lui, apprend sur le tas en plus. Pas l'expérience de ce que tu le payes pour. C'est génial. Exactement. Donc, ça a été un dur moment à passer au point où l'entreprise a dû déclarer faillite et a été rachetée par un investisseur, je crois que c'est en Angleterre, une jeune compagnie qui a décidé d'acheter et de reprendre les actifs et de recommercialiser. Donc, on verra ce que ça donnera éventuellement de ce côté-là. Le deuxième article sur le sujet qui était vraiment le fun, après ça, c'était l'équipe de direction de Taiga était-elle bonne? Donc, ils ont parlé à des professeurs d'université, à des spécialistes du domaine pour demander, le conseil d'administration, là, il y avait de l'air de quoi, puis ça faisait tout du sens pour ce genre d'entreprise-là, qui est dans le développement de produits technologiques. Là, on s'entend, là, on est dans des batteries, on est dans des produits récréatifs. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y avait une seule personne sur le conseil d'administration qui avait déjà travaillé pour la fameuse entreprise de pièces d'auto en Ontario, là, qui est un gros joueur. Là. J'essaie de me remémorer c'est Magna, je pense. Donc, tu as juste une personne qui a de l'expérience dans le domaine des pièces, de l'approvisionnement en pièces. Et t'as pas Mad C 1975 sur YouTube nous dit Magna Int. C'est ça, Magna International, exactement, c'est ça. Donc, qui est une grosse compagnie dans le domaine des pièces automobiles en Ontario. Et malheureusement, les autres dirigeants au conseil d'administration n'avaient pas vraiment d'expérience sur tout l'aspect du manufacturier, c'est-à-dire d'être capable, d'avoir une chaîne de production, d'avoir un réseau de distributeurs, d'avoir des pièces, de la formation, gérer les retours, gérer la famille Stronach qui est propriétaire, je pense, de cette compagnie-là. Donc, selon Mad Science 1975. Donc, c'est vraiment une bonne série d'articles. Si vous allez voir, il y en a deux. Là, il y a beaucoup, beaucoup de détails avec beaucoup d'analyses. Là, mais ce que vous pouvez voir, c'est que la pression d'être capable de sortir un produit le plus rapidement possible pour essayer d'être les premiers dans le marché contre des gros joueurs comme Polaris, Arctic Cat, Faites vos Bombardier. devoirs, gang.
Oui, c'est ça. Fait que, ils l'ont payé à la dure, là. Ils l'ont eu à la dure. Et finalement, ben, ils ont dû céder les rênes de l'entreprise à une compagnie qui vient, je crois, d'Angleterre. Autre nouvelle cette semaine, c'est ça. Fait que les moments clés, essentiellement, là, comme vous pouvez voir, là, en 2021, ils ont fait leur entrée à la bourse et c'est là où ça a commencé de plus en plus dur parce que tu as des comptes à rendre et à ce moment-là, ben, tu commences à livrer tes premiers motonnages et tu t'aperçois que finalement, il y a des enjeux. Bon, l'Investissement Québec avait mis beaucoup d'argent, Norton Private Capital aussi. Et là, à partir de 2024, là, ça s'est complètement effondré. Cette semaine, ou je pense que je faisais la semaine passée, mais j'en parle cette semaine. On parle souvent, bon, Trump aux États-Unis, comment ça peut être, ça peut avoir un impact sur l'économie, sur certaines politiques. Mais là, je vais me faire l'avocat du diable et je vais me mettre de l'autre côté. Et ce que Tim Cook dit essentiellement, et Tim Cook est connu pour être quelqu'un de très démocrate, là. C'est pas la personne la plus conservatrice aux États-Unis, loin de là. A félicité le président Trump pour sa victoire, puis bon, il dit qu'il veut travailler avec. Et ce que ce petit tweet-là dénote, c'est que dans le domaine financier, c'était pas tout le temps jojo avec l'administration Biden. Je sais qu'Apple se faisait poursuivre par le département de la justice aux États-Unis et essayait de faire avancer le dossier et a eu très peu de rencontres avec le président des États-Unis et son administration. Donc, il n'y avait pas des canaux de communication qui étaient quand même très, très, très fluides. Et pour ce genre de compagnie-là, où il doit dealer avec peut-être la politique étrangère des États-Unis pour faire des investissements en Chine, au Vietnam, dans d'autres territoires, dans d'autres pays, le gouvernement américain doit appuyer ce genre de démarche-là en parallèle. Ben, t'as pas le choix d'être un peu... Je vais dire quelque chose de poche, Patrice, mais t'as pas le choix d'être un peu pute des fois. Oui, effectivement. Puis bon, on a peut-être qu'il vient de l'Alabama, effectivement, mais Tim Cook est reconnu comme une personne beaucoup plus du côté démocrate que républicain. Ceci étant dit, tout ce que je voulais amener comme nuance ici, c'est que pour certaines entreprises, le fait que ce soit des républicains, ben, ils sont contents parce qu'ils se disent ça va peut-être nous enlever certaines épines dans le pied sur certains dossiers qu'on va pouvoir faire avancer. Et dans certains cas, en négociation avec certains pays, peut-être que le président va être capable de négocier des choses à notre avantage pour l'économie des États-Unis. Donc, c'est un petit peu ça le portrait du côté de Apple qui a des enjeux dans certains territoires et avec certaines cours de justice un peu partout. Et c'est vrai aussi pour Google et pour d'autres dans ces domaines-là. Bon, tu en as parlé tantôt, mais je voulais juste peut-être qu'on précise certains éléments, Patricia. Donc, Google se prépare potentiellement à vendre son navigateur Chrome. Ça n'arrivera pas, Patrice. Je sais. Mais selon le journaliste là, de Reuters, ce qu'il dit, là, c'est que si jamais, avec le département de la justice, les mesures échouent et ça devient toujours aussi anticoncurrentiel que ce qui est le cas présentement, c'est pas impossible que le département de la justice demande que le système d'exploitation Android soit séparé de Google, donc qu'il soit vendu à ces compagnies-là qui l'utilisent et non pas donné gratuitement ou en partie gratuitement. Donc, c'est une grosse histoire qu'il va falloir qu'on suive parce qu'on verra ce que ça donnera. C'est clair, ça a des implications parce que la journée où tu vends Android, je suis plus sûr que ça va rester Android. Puis là, tu ouvres la porte tu favorises pas la compétitivité dans le marché là, parce que là, Apple va prendre le devant. Là. Effectivement. Sauf qu'on ne se le cachera pas, Apple a à peu près 20% du marché là, globalement. On n'est pas exact, on n'est pas à 50-50. Puis je pense pas qu'Apple va aller à plus que 30 ou 40% du marché. Ce n'est pas dans leur intérêt d'aller... ils font déjà à peu près 80-90% des profits du marché avec, ça doit être Pareto, avec 20% de part de marché. Donc, d'aller chercher le 10% de plus, là, ça va demander
des investissements tellement énormes ou de réduction de prix qui ne fera pas de sens au niveau des marges. Donc, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Très bon article. J'en ai deux sur Blue Sky que je vais vous parler. Le premier, dans le MIT Technology Review, il y a un journaliste qui écrit dans la chronique de Debrief. Et ce qu'il dit essentiellement, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec Blue Sky depuis 2 semaines, là, même depuis 2 à 3 semaines, il explique un peu que, Blue Sky, qui est un clone de Twitter, a connu une semaine exceptionnelle. Là. On parle ils sont rendus à plus de 20 millions d'utilisateurs présentement. C'est l'application qui est la plus téléchargée sur l'App Store d'Apple présentement. En parallèle, Thread, qui est la réponse de Meta à Twitter, a également enregistré des chiffres impressionnants avec 15 millions d'inscriptions en novembre. Donc, c'est pas juste Blue Sky. Là. Thread aussi profite de l'élection américaine pour faire le plein de. Ça porte un nom, Patrice. Ça s'appelle le Exodus. Le Exodus. Oui, c'est bon ça. Avec un X pour commencer. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'essentiellement, le texte souligne 2 points principaux. D'abord, il met en avant l'interconnexion croissante entre la technologie et la politique. Donc, ça, c'est un point qui est de plus en plus important. Vraiment que la technologie influence désormais tous les aspects de la culture de l'économie, y compris la politique. Puis ensuite, il évoque un changement à long terme vers de la décentralisation où des expériences de culture unique émergent sur diverses plateformes. Donc, les plateformes deviennent plus nichées avec du contenu plus adapté à leur niche et les gens vont se diriger vers ces différentes plateformes-là selon leurs intérêts. Donc, l'auteur considère que la véritable avancée technologique réside dans la décentralisation des médias sociaux, permettant une communication à travers des serveurs indépendants grâce à des protocoles de mise en réseau, qui est vraiment la nouveauté que Blue Sky met de l'avant. Là. Ouais, le protocole AT. Exactement. Donc, à long terme, les réseaux sociaux centralisés et massifs seront considérés comme une aberration, selon lui. Nous utiliserons différents réseaux pour des besoins variés. Par exemple, Blue Sky, idéal pour les actualités en temps réel grâce à son affichage chronologique, des mises à jour de personnes suivies, tandis que Threads, avec son expérience algorithmique, est efficace pour découvrir des conversations intéressantes des jours précédents, mais est moins adapté pour les événements en direct, car il privilégie un fil d'actualité généré par algorithme au détriment d'une chronologie standard, qui est le cas de Blue Sky. Le texte souligne aussi que bien que Blue Sky et Threads sont différents, ils ne sont pas intrinsèquement meilleurs l'un que l'autre car ils offrent des expériences distinctes. Donc, c'est vraiment 2 produits séparés de ce côté-là. Il explique aussi la philosophie de la modération du protocole AT, que c'est un élément important dans le cas de Blue Sky. Donc, la modération est faite par des tierces parties, donc des gens qui sont certifiés comme étant des curateurs qui vont pouvoir gérer le contenu et aussi gérer ce qui passe, ce qui ne passe pas. Il y a déjà une vingtaine d'employés, je pense, chez Blue Sky qui sont attitrés. Écoute, 20 employés pour 21 millions d'abonnés. Oui, c'est ça. Donc, les tierces parties qui vont être certifiées vont probablement aider beaucoup à enrichir le processus et s'assurer qu'il y a une vigie qui est faite au niveau du contenu qui circule. Et ça ne serait pas surprenant aussi que même le type d'utilisateur fasse en sorte qu'il va y avoir une auto-gestion implicite à l'intérieur de la plateforme, ce qui fait que quelqu'un qui va vouloir vraiment aller quelqu'un qui cherche le trouble, il se retrouve dans 28 listes de blocage en dedans de 2 heures. Exactement. Donc, c'était le premier article que je trouvais... Mais je veux juste faire un parallèle par rapport à ce que tu viens de dire. Tu te rappelles, Patrice, je t'avais déjà parlé que dans l'histoire de la mode, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, parce que moi, j'ai étudié en design de mode, quand on recule dans le passé, on avait le phénomène du one size fit all. Tout le monde était habillé pareil. T'sais. Puis là, tranquillement, pas vite, on a vu l'apparition des classes sociales à l'époque médiévale, les bourgeois, les ça. Puis là, on a commencé à subdiviser les habillements. Là, on a eu après ça les travailleurs, donc les différents types d'emplois, les cols blancs, les cols bleus, ces choses-là. Donc, on définissait, il y avait de plus en plus de types de façons de s'habiller. Et les années... complètement folle, 1920, où on voit la musique commencer à se définir. Et là,
On ne se définit plus nécessairement par l'emploi, on se définit par c'est quoi t'écoutes. Donc, on voit les rock and roll, les jazz, les ci, les ça qui commencent à se définir. Puis là, les années 50, 60, 70, les hippies, les punks, les rappers, name it. Et là, tranquillement, pas vite, on a une explosion de la personnalisation de la mode. Et là, on arrive en 2024. C'est un phénomène qui est là depuis longtemps, mais on s'aperçoit que qu'est-ce qui marche beaucoup en ce moment, Patrice, c'est la personnalisation de ton T-shirt. Oui. Je fabrique la mode à mon goût pour moi. Donc, on est dans une personnalisation externe. Et je pense que tout ce qui se passe sur le monde prend cette espèce de chemin-là. On commence avec un one size fit all, là, le réseau social des réseaux sociaux qui contrôle tout le monde, un morcellement pour finalement se retrouver après un certain nombre d'années, comme tu le dis, là, une décentralisation totale. Ultimement, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que chacun va avoir son propre réseau social et il va apparaître dans d'autres réseaux une fois de temps en temps comme il souhaite. Ça va être écœurant. Oui. Deuxième article sur Blue Sky dans Wired maintenant. Donc, c'est un texte qui évoque la lutte des journalistes et des utilisateurs de Twitter, désormais appelé X, face à la toxicité croissante de la plateforme qui est exacerbée par les principes de libre expression d'Elon Musk, bien évidemment, et la présence d'annonces de mauvaise qualité. Donc, malgré ces problèmes, X restait perçu comme un espace incontournable en raison de sa taille et de ses communautés. Cependant, la victoire de Donald Trump aux élections, de nombreux utilisateurs ont cherché des alternatives et de là est arrivé Blue Sky, qui est un lieu de prédilection pour les expatriés, surpassant même Thread et Meta avec 275 millions d'utilisateurs dans le cas de Thread de Meta. Cependant, Thread limite les discussions politiques et bien évidemment, il y a les algorithmes qui font que c'est limité. De plus, l'algorithme privilégie les publications accrocheuses plutôt que séquentielles au niveau du contenu. Oui, tu as plus de contrôle sur la portée que tu as dans Blue Sky, mettons. Oui, exactement. Donc, Blue Sky permet à ses utilisateurs de s'engager rapidement, de personnaliser leur expérience suivant des personnes ou des groupes choisis. Donc, ces articles-là reviennent sur le fonctionnement de Blue Sky, mais ce qui est important, c'est que ce que les propriétaires, les dirigeants de Blue Sky disent, c'est que on va s'assurer de ne pas tout gâcher. Là. On va tout faire pour que ça reste le plus ordonné possible. On ne veut pas s'en aller dans les directions où Elon Musk est allé avec Twitter. On ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Exactement. Donc, il disait que présentement, la modération sera en grande partie crowdsourcée. Donc, elle sera gérée par des tierces parties, permettant aux utilisateurs de créer leur propre système de standards. Les utilisateurs pourront choisir le niveau de modération qui leur convient aussi. Donc, il va y avoir ce niveau-là qui va être pris en compte éventuellement avec le contenu qui va pouvoir circuler sur la plateforme. Présentement, il y a environ un quart du Sénat américain qui est présent sur Blue Sky. Donc, on voit aussi au niveau politique il y a un tag .gov qui indique qu'il s'agit d'un compte authentique du gouvernement, que la personne qui communique ou qui fait circuler l'information est une personne qui a été certifiée au niveau du gouvernement. Et le fondateur de TechDirt est un grand fan de Blue Sky qui s'appelle Michael Masnick, qui a une plateforme née d'un projet interne de Twitter. Donc, on se rappelle que, pour ceux qui ne savaient pas, Blue Sky... C'était développé à l'interne comme étant l'espèce de solution à la suite de ce qu'allait devenir Twitter, puis ça n'a jamais cheminé. C'est ça. Parce que si on retourne en 2009, et c'est ça que l'auteur disait, ça c'était le bout le plus fun de l'article. Il dit en 2009, l'auteur avait écrit un article pour Wired sur l'influence des utilisateurs sur Twitter qui était alors en plein développement. Donc, si vous vous souvenez, vous n'étiez peut-être pas sur Twitter en 2009, mais bon, c'était en pleine expansion. Bien que les dirigeants de l'entreprise aient des objectifs ambitieux, certains plaidaient déjà à ce moment-là pour un système ouvert de publication courte similaire à la vision de Blue Sky. Donc, il y avait déjà des balbutiements de ce mode d'opération-là. Et ce qu'ils disent, c'est que à ce moment-là, Twitter aspirait à élargir son audience internationale en concluant des accords avec des opérateurs pour vendre des téléphones intégrant directement Twitter dans le navigateur ou les fonctions de messagerie.
Cela pouvait favoriser son utilisation dans les pays en développement où les SMS sont prédominants. De plus, l'entreprise envisage de fournir du contenu Twitter sur divers appareils connectés tels que des radios et des consoles de jeux. Donc, ça, c'était la vision qui circulait à l'interne de Twitter en 2009. Ce qu'il disait, c'est que les géants d'Internet comme Google s'intéressaient aussi à Twitter à ce moment-là et apportaient des modifications orientées vers cette plateforme. L'une des modifications est le protocole PubSub-Hub-Bob, qui permet de diffuser instantanément du contenu provenant de diverses sources, y compris Twitter. Donc, Google avait déjà mis en place un peu des fondations pour essayer d'aller dans ce milieu-là. Donc, on voyait qu'il y avait vraiment un appétit pour ce genre de nouvelles courtes-là en diffusion, en continu, avec des communautés. Donc, essentiellement, ce qu'ils disent, c'est que il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 15 ans, on parlait déjà de ce que Blue Sky serait. Et maintenant, Blue Sky est né et est ce que les gens voulaient que ce soit à ce moment-là. Live long and prosper. Oui. Faut que je trouve le thème musical de Star Trek parce que je pense que je vais dire ça souvent, Patrice. C'est bon, ça. Ça vient de me popper, là, ça devient... parce que là, j'ai celui-là. Là. Ouais. Là, ça va prendre L'autre. Piratage du système informatique de l'arrondissement de Montréal-Nord aujourd'hui, c'est tout frais. Il semblerait que, la ville a émis un avertissement aujourd'hui que l'arrondissement annonce que ses opérations sont affectées. En fait, c'est le point d'accès de la bibliothèque Yves Ryan et du comptoir de permis. Le comptoir des permis est affecté par une intrusion. Ils sont en train d'évaluer ce qui se passe présentement avec une firme externe. Mais bien évidemment, ils sont obligés de, en panique, embaucher une compagnie pour voir l'intrusion arrive de où, ils ont fait quoi, et on verra ce que ça donnera. Évidemment, Montréal-Nord est juste un arrondissement, donc on n'est pas dans la ville-centre, on n'est pas dans les systèmes principaux, mais quand même. Mais check bien ça, tout est interconnecté. Ben oui, demain matin, ça peut-tu... c'est ça. Il faudrait suivre ça dans les prochains jours.